Eh bien, merci Françoise de cette présentation. Je suis très honorée d'ouvrir le bal de cette nouvelle année académique. Et j'avoue que le choix de donner cette conférence ne vient pas de mes capacités horticoles. Euh, j'ai pas vraiment la main verte, mais il se trouve que j'avais donné, lorsque j'étais chargée de cours à l'université de Poitiers, on m'avait demandé 12 heures en licence troisième année sur les jardins. Donc j'ai été obligée de me plonger dans une documentation d'ailleurs finalement assez riche et en particulier. Et alors là, en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire une bibliographie, mais en particulier d'une thèse malheureusement inédite de Marie-Françoise Besnier, Besnier, sur les jardins mésopotamiens à partir des textes. Et elle a fait un travail tout à fait fouillé, tout à fait remarquable, que évidemment je ne pourrais pas exploiter complètement dans le cadre de cette conférence. Par ailleurs, sur le plan archéologique, on a un livre de vulgarisation de seconde main fait par Aude Gros de Belair et je ne sais plus qui est paru chez Actes Sud et qui parle des jardins mésopotamiens et égyptiens. Et puis, il y a, de façon plus synthétique, il y a eu un ouvrage aussi qui est paru en Allemagne en 2008, quelque chose comme ça, sur les jardins. Alors qui inclut également la Grèce et Rome, et dans lequel Jean Margueron avait produit un chapitre. Lequel chapitre d'ailleurs a été repris par Dominique Beyer, ce qui permet d'avoir plus en français, d'autant plus que je ne retrouve pas le texte original en français. Bon, parce que c'était, oui, c'était vraiment au début ou avant l'usage du numérique. Alors, au point de vue étymologique, le jardin vient d'une racine anglo-saxonne, gart, alors que le terme hortus, jardin, latin, est réservé à des termes plus savants, disons, comme horticole, horticulture, etc. Et l'évocation du jardin, euh, en fait, c'est d'après bon, la définition, c'est que c'est un terrain euh, planté de plantes ou bien utilitaires ou bien d'agréments décoratives, généralement enclos. Et rien que l'évocation du jardin, au fond, donne tout de suite une idée de calme, de sérénité, de sécurité, de bien-être, de douceur. Et c'est pourquoi je vous commencerai par vous montrer quelques images de peintres qui ont montré des jardins. Et je vous présente là le plan de mon exposé, qui commencera par les jardins mythiques bien connus de l'épopée de Gilgamesh et de la Genèse, une petite évocation. Ensuite, les jardins dans l'archéologie. Je vous mets là 4 sites. En réalité, vous verrez que les traces archéologiques réelles qui attestent vraiment la présence d'un jardin sont finalement assez rares et assez évanescentes. On a plus de données dans les textes et dans l'iconographie. L'iconographie, surtout à l'époque de l'Empire assyrien, donc au premier millénaire. Et puis, naturellement, on ne pouvait pas éviter de parler des fameux jardins suspendus de Babylone. Et c'est pourquoi je terminerai par là, avant de faire une petite synthèse, en fait, sur la relation entre le jardin et la ville, et la relation entre le jardin et l'eau, finalement. Et ce sujet, en fin de compte, poursuit, je dirais, très heureusement, le thème de l'année dernière. Voilà. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Non, ça marche.
Euh, oui, j'ai pas pu m'empêcher de montrer cette aquarelle d'un peintre chinois qui fait vraiment de très beaux, de très belles peintures des jardins parisiens qui sont quand même très particuliers et qui, on verra à la fin, montrent finalement cette association qu'on a déjà chez les Assyriens en tout cas, de la végétation et de la construction. Bon, alors on a les jardins médiévaux qui sont très particuliers aussi, euh, avec des petits carrés plutôt de simples, de plantes médicinales. Et puis on a les grands jardins du XVIIe siècle, les jardins à la française. Bon, Versailles, naturellement, ici vaut le vicomte. Et au fond, quand on parle de jardin qui est un art, c'est un art qui finalement est très marqué culturellement, puisqu'on parle de jardin à la française, de jardin à l'anglaise, de jardin japonais. Donc c'est quelque chose qui reflète bien finalement certains aspects d'une société. Alors commençons par donc les jardins mythiques. Bon, l'épopée de Gilgamesh, bon, vous avez tous entendu parler. Gilgamesh, entre autres, ce roi légendaire d'Uruk, première dynastie après le déluge, ce roi légendaire a accompli plusieurs exploits et entre autres, il a accompli une expédition dans la forêt des Cèdres. Cette forêt a été gardée par un géant terrible, Humbaba, qui est représenté en général de face, mais avec une figure un peu particulière. Il n'y a pas beaucoup de représentations de lui, je n'ai pas retrouvé celle que j'avais, qui n'est pas très parlante d'ailleurs. Et ce gardien de cette forêt des Cèdres était terrifiant parce qu'en plus, il avait comme un phare sur le front, ce qui fait il éclairait même la nuit et il pouvait voir les gens qui venaient éventuellement violer ce terrain. Et dans la cinquième tablette de l'épopée de Gilgamesh, il y a une petite description que je vais vous lire. Il voit la montagne des cèdres, séjour des dieux, piédestal d'Irnini. Sur le versant de la montagne, les cèdres dressent leur luxuriance. Suave est leur odeur, toute remplie de parfums. Les buissons s'y entrelacent, la forêt s'y enchevêtre. Aux cèdres s'entrelacent l'aliboufier et il y a une lacune. La forêt est entourée d'une clôture, qui est assez intéressant quand même pour une forêt. Chaque double lieu, lacune, et de nouveau, chaque deux tiers de double lieu. Donc, on a ici, bon, une référence à quelque chose qui existait. Évidemment, tout le monde connaît les cèdres du Liban, qui ont été déforestés dès l'Antiquité pour toutes les constructions monumentales, puisque c'était le seul bois accessible pour les Mésopotamiens, et par lesquels qui avait une portée suffisamment longue, qui dépassait les 12 mètres, pour les grands bâtiments, palais et temples. Et il y a un deuxième texte dans l'épopée de Gilgamesh, c'est la neuvième tablette. Et non, c'est pas encore là. Non, zut, zut. Bon, tant pis. Attendez, comment on fait pour aller en arrière? Non, non plus. Ah, Steve, au secours. Attendez, je vais essayer. Si, ça m'a. Non. Si, c'est bon là. C'est là-dessus. Non, non, c'est là pour le. Ah ben, peut-être que pour aller de l'avant, c'est ça. Ben oui, bien sûr, c'est plus simple. Euh, excusez-moi. Euh, et ce deuxième texte évoque le bosquet des dieux. Alors là, nous sommes dans un univers qui n'est plus du tout réaliste, même si le précédent a été mythique, puisqu'il décrit ainsi. Devant lui, c'est le bosquet des dieux. À sa vue, il s'avance. Les fruits qu'il porte sont en cornaline. Des grappes pendent, elles sont jolies à contempler. Le feuillage qu'il porte est en lazulite. Il porte aussi des fruits séduisants à voir. En plus, il y a des lacunes, on parle des cyprès, des cèdres.
Et puis, sa frondaison est en albâtre, des palmiers avec des dattes de Dilmun, du corail de la mer, du cérus rouge. Comme des capriers et des acacias, il y a des pierres de couleur rouge. Le caroubier, le platane sont remplacés par des chrysotyles, l'agate, l'hématite, le fer météorique, des jardins et de la luxuriance, il fait surabonder. Comme, et alors là, il évoque des turquoises, que le bosquet des dieux depuis la mer, il a des eaux pour remplir de luxuriance. Gilgamesh, en se promenant dans ce jardin, leva les yeux vers celui-ci. Donc on a ici toute une série de métaux ou de pierres précieuses qui sont d'ailleurs dans les descriptions de villes souvent mentionnées aussi dans les descriptions un peu imaginaires. Les pierres précieuses et l'or sont très abondants. Dans le récit de la Genèse, bon, c'est pas vraiment la peine que je le lise, mais je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que euh, Dieu crée le jardin après la création de l'homme et de la femme. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden. Alors, Éden, bon, on connaît l'étymologie, c'est en fait en acadien, c'est la steppe. Mais en fait, d'après le commentaire de la tome que j'ai utilisé là, ça évoque un mot hébreu signifiant jouissance. Je ne sais pas si les biblistes sont d'accord. Donc, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et si je vous montre l'image de gauche, c'est à cause du passage suivant. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. Et nous avons justement, dans cette image de la basilique de Saint-Clément, qui date du XIIe siècle, alors la flèche, ah oui, ça y est, je l'ai, voilà, euh, montre, alors on est encore dans une iconographie assez classicisante, hein, avec ces feuilles d'acanthe d'où jaillit la croix. Euh, donc on a quatre flots d'eau auxquels s'abreuvent les biches que vous avez là, et qui est un thème d'ailleurs d'origine mésopotamienne. On a des images comme ça aussi avec des animaux qui s'abreuvent au fleuve. Donc on a là une réminiscence justement de ces 4 fleuves. Et cette réminiscence, on la retrouve dans la fameuse peinture de l'investiture que je serai obligée de vous remontrer tout à l'heure. Alors, avant d'aborder le sujet plus avant, cette carte que j'emprunte à Jean-Claude Margueron, qui l'a présentée déjà et que vous avez peut-être déjà vue, mais c'est pour montrer la diversité de cette région du Proche-Orient, euh, la diversité aussi bien de relief que hydrographique, que de climat, bien évidemment, avec cette opposition entre la plaine du Tigre et de l'Euphrate, la Babylonie et le pays de Sumer, par rapport aux vallées qui sont enfin, de moins en moins encaissées à mesure que le fleuve avance, mais qui ont une végétation et des ressources naturelles différentes. Par exemple, la limite du palmier dattier
qui évidemment est l'arbre roi en Mésopotamie du Sud, elle se place à Marie, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il peut y en avoir, mais le panier n'est plus forcément productif. Il est stérile. Et puis les régions de désert et évidemment la Terre Sainte, enfin toute la côte levantine, qui est sous influence enfin, méditerranéenne, alors que des ramifications de la mousson expliquent en Mésopotamie certaines irrégularités, certaines violences du climat. Alors voyons maintenant les, les jardins dans l'archéologie. Alors, le site de Mesquenet-Aymar, bronze récent, 14e-13e siècle, bon, a été fouillé par Jean Margueron, j'ai participé à 2 missions, et je l'aborde ici pour un point assez précis, c'est que sur le promontoire sud-ouest, qui est ici, euh, se trouvaient 2 temples, derrière lesquels ont été trouvées une série d'installations qui ont semblé au fouilleur Dominique Beyer complètement étranges et il était désespéré parce qu'évidemment l'archéologue il cherche l'architecture, enfin les murs ça. Mais là, il y avait de l'espace et des trous entre une trentaine et 70 centimètres de diamètre quand même, d'une profondeur aussi de quelques dizaines de centimètres, dont on s'est demandé ce que ça pouvait être. Et alors, ce promontoire, donc derrière les 2 temples, comme vous voyez ici sur le plan, alors là, en fait, ce ne sont pas les limites de cette sorte d'esplanade parce qu'elle est mangée par l'érosion. C'était, ça avait certainement une forme rectangulaire et beaucoup plus vaste. Et il était bordé par les restes de fondation de ce qui était vraisemblablement un hôtel. Et par chance, dans une de ces cavités, a été retrouvé un tesson épousant la forme de la cavité. Donc la conclusion, évidemment sur un indice très ténu, mais quand même, a été que eh ben, ces sortes de cupules, ces cavités servaient à enfoncer des pots de fleurs, des pots à plantes, et que donc cette esplanade devait être plantée mais sans que ce soit un jardin à proprement parler. D'ailleurs, un texte mentionne, puisque c'était les temples de Baal et d'Astarté, mentionne de façon un peu allusive comment dire, une cérémonie où on plante des semences à côté du temple de Baal. Donc, ce qui peut conforter un peu cette idée donc de sorte de jardin, mais pas, pas planté vraiment, mais avec des plantes en pot, et dont vous avez ici une restitution. Et en fait, ce système, si vous voulez, cette installation, a fait penser à Dominique Beyer que c'était au fond un peu comme les hauts lieux de culte du pays de Canaan, mais qu'on trouve aussi comme sur cette maquette, entre guillemets, en bronze qui se trouve au musée du Louvre et qui provient de Suse, où on a là aussi une cérémonie en plein air avec 2 officiants nus, la nudité rituelle, qui se font face à face, on les a ici, euh, et qui sont de part et d'autre d'un hôtel, c'est pas des zigourats, hein, de part et d'autre d'un hôtel à degrés. Et vous avez alors on voit assez mal sur la photo, mais vous avez ici un arbre. Donc là aussi, c'est un haut lieu avec des installations cultuelles, mais avec aussi l'indication d'une végétation.
Nous sommes dans un autre domaine avec Ougarit, le palais royal d'Ougarit. Donc vous avez en haut une photo aérienne et en bas un plan qui cerne en rouge la zone où une grande cour était comportait un bassin rectangulaire et les études archéologiques que Jean Margueron a conduites avec Olivier Callot ont permis de restituer que ici, dans ce secteur, en fait, il y avait, enfin, dans ce secteur, pardon, il y avait une grande pièce, et je crois que c'est celle où on a trouvé des ivoires, une grande pièce ouvrant sur cette cour et avec deux colonnes, qui ouvrait largement par une baie à deux colonnes. Alors, tout ce dispositif fait penser qu'il s'agissait, en fait, qu'il y avait certainement que le rectangle-là était un bassin et que la cour était plantée. Et on en a ici une photo qui a été prise au moment de la fouille. Alors, certes, on n'a retrouvé aucune trace archéologique de plantation, hein. Donc, ça reste une hypothèse, mais très vraisemblable. Et voilà encore une suite de restitution. Il est vrai que c'est très tentant de se dire que ce sorte de pavillon royal ouvrait sur ce jardin et donnait une vision comme un peu celle que donne ce tableau du XVe siècle, hein, où on est aussi dans une sorte de pavillon ouvrant avec deux colonnes sur un paysage. Alors, le palais de Marie, bon, il en a été souvent question ici, pas tellement sous l'angle du jardin. Alors, là, nous sommes disons, dans un faisceau d'indices, dans des hypothèses vraisemblables. D'une part, est-ce que la fameuse peinture de l'investiture représente un jardin? Alors, effectivement, elle représente un secteur interne qui est la salle ici, avec la statue de la déesse au vase jaillissant d'une part, et la salle du trône derrière, avec la scène où Ishtar remet au roi les insignes du pouvoir, et un espace extérieur où d'ailleurs vole une colombe qu'on voit très très mal, mais qui est ici. Et, euh, et vous avez donc ces deux palmiers sur lesquels grimpent deux individus qui sont en train soit de cueillir les dattes, soit de polliniser l'arbre. Alors, bon, la mise en relation de cette peinture avec un texte qui avait d'abord été mal interprété parce qu'il était question d'une cour des palmiers qui est devenue, avec une étude plus approfondie par les épigraphistes, la cour du palmier et la découverte dans les années 80-90 d'une base elle fait, je ne sais plus combien, plus de 30 centimètres de profondeur, ou plus que ça. Une base avec deux pierres superposées au centre exact de la cour fait penser à ce qu'il y avait en fait un palmier artificiel et qu'il n'y avait pas une forêt de palmiers dans cette cour, même si, à un moment donné, a traîné sur Internet, je ne sais pas si c'est toujours le cas, une image avec la cour 106 du Palais de Marie avec plein de palmiers. Ce qui est impossible vu le terrain
qui a été volontairement, en dessous l'enduit, qui a été volontairement rempli de gravier de façon justement à absorber l'eau et donc impossible d'y planter quoi que ce soit. Alors, l'idée de jardin ne peut pas être étrangère à la civilisation mésopotamienne. Un certain raffinement que l'on perçoit dans les palais, et même celui de Marie, quand même, c'est fin 3e, début 2e millénaire avant Jésus-Christ, donne donc des attestations, des preuves de raffinement, avec en particulier des salles d'eau. Des salles d'eau avec cuves, qui ne sont pas des baignoires. Mais disons que l'eau a un grand rôle. Il y avait une citerne ici, une citerne enterrée, mais avec un orifice de puisage. Et des textes parlent des porteuses d'eau, etc. Donc, il est évident que les... Et puis, il y avait aussi des systèmes de récupération des eaux de pluie, des terrasses, par des gouttières et des canalisations en terre cuite. Et ça, c'est avéré. Et donc, l'idée que ce palais puisse être dépourvu de toute végétation, enfin, alors que le luxe, quand même, se fait sentir à divers égards. Donc, il a restitué sur la maquette, qui n'est plus exposée maintenant au Louvre, mais qui est dans une réserve externalisée, il a restitué donc une sorte de jardin, mais alors là aussi, des plantes en pot, bien sûr, hein, sur une de ces terrasses, et même d'ailleurs sur la terrasse qui est là, celle de la maison des femmes. Et ici, c'est la maison du roi, et donc il a restitué aussi des arbres en pot à cet endroit-là. Alors, comment dire, c'est tout à fait hypothétique. Ceci dit, la restitution virtuelle en 3D que nous avons réalisée à partir d'entre 2012 et 2019 a donné un indice intéressant pour conforter cette hypothèse. C'est-à-dire que dans la... Alors, attendez, oui. Dans la... Donc là, le nord est ici, hein. Et ici, dans ce secteur-là, il y a une citerne. André Parrot avait trouvé une citerne sous le niveau du sol, dont vous voyez la photo ici, mais on pouvait y accéder, du moins à la fleur Mando, par un escalier. Et en raison d'une découverte que Olivier Callot avait faite à Ougarit, évidemment, Ougarit, on est quelques siècles après, on est un demi-millénaire après Marie. Mais n'empêche que il a proposé, Olivier Callot, d'après des indices sûrs, c'est que le puisage, parce qu'à Ougarit, il y a des puits, ce qui n'est pas le cas à Marie, que le puisage pouvait se faire évidemment depuis le rez-de-chaussée, mais aussi par un système de poulies depuis l'étage. Ce qui fait qu'au lieu de s'embêter à monter des jarres par l'escalier, eh bien, on pouvait le faire directement. Or, si on met, disons, on imagine sur la terrasse de ce secteur qui est un secteur d'habitation plutôt domestique, enfin plutôt des esclaves, hein, des serviteurs, eh bien on peut imaginer que la terrasse qui est juste en face, enfin qui est juste tout près, bon là c'est coupé évidemment, eh bien elle pouvait être, disons, alimentée en eau plus facilement. Alors quand même, on a quand même trouvé un exemple à Assour, de l'époque néo-assyrienne, c'est-à-dire premier millénaire, et plus précisément sous le règne de Sennacherib, qui y a laissé une inscription.
On a quand même trouvé, et c'est Koldewey, l'archéologue allemand, au début du XXe siècle, qui a donc découvert, alors, c'est pas dans la ville, hein, parce que la ville d'Assou, vous en avez le plan ici, mais c'est ici un bâtiment qu'il a appelé la Maison des Fêtes, en relation avec certains textes que je n'ai pas suffisamment étudiés pour vous en parler, et où il a trouvé donc un bâtiment presque carré avec à l'intérieur une, une zone, enfin une cour à portique, et qui était ponctuée de trous. Il y avait aussi des trous à l'extérieur, donc des trous très bien alignés. Il en a trouvé plus de 360. Et ces trous étaient reliés par des canaux, par des fossés, par des petits fossés, donc qui étaient sans doute destinés à arroser, parce que là, on peut vraiment parler de jardin, hein, de plantation, et de plantation très régulière d'arbres, donc pour alimenter en eau ces différents arbres. Alors, l'extension de ce jardin, comme il y a eu des travaux de réfection, on ne sait pas très bien. En tout cas, ce qu'on a ici, si vous voulez, comme dimension, c'est à peu près une soixantaine de mètres. Donc, ça donne quand même une idée de quelque chose d'assez important. Mais c'est la seule attestation véritablement archéologique que l'on ait pour la Mésopotamie. En revanche, alors, grâce à l'iconographie et au texte, on peut la ville de Nippur, mais alors là, à une période antérieure, au milieu du deuxième millénaire, la ville de Nippur a fourni, par les fouilles, une tablette un peu fragmentaire, une tablette d'argile, sur laquelle est gravé le plan qui est en fait le plan de la ville, enfin le plan d'une ville. Et il y a certaines similitudes entre l'hôtel de Nippur lui-même et puis ce qui est indiqué comme rue ou comme canot plus exactement. On le voit ici, par exemple, avec, avec la courbe des niveaux qui indique nettement qu'il y avait un creux, donc vraisemblablement un canal. Et oui, alors ça, c'est bon, même voilà, le plus lisible, c'est celui-ci, parce qu'il a été mis en couleur par Remo Biagnoni qui m'a eu la gentillesse de me passer cette image. Et alors, donc, on voit l'Euphrate d'une part, et puis divers canaux, dont celui qui traverse la ville ici. Et puis, cette tablette est commentée en akkadien et en sumérien, et elle mentionne bon, des temples, comme ici, des tombes, des portes. Il y a beaucoup de portes, je ne sais plus combien. Et puis un enclos. Et puis des jardins. Ces jardins se trouvent en fait à l'intérieur de la muraille. Donc ceci est évidemment très intéressant pour la situation de jardins à l'intérieur même d'une ville. Alors, je vous disais que l'iconographie nous donne des renseignements sur les jardins, mais essentiellement au premier millénaire. Et finalement, l'image la plus connue, la plus idyllique, la plus évocatrice, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle le banquet sous la treille, où l'empereur Assurbanipal est en train de trinquer, si on peut dire, avec son épouse pour fêter une victoire.
Il se trouve manifestement sous une sorte de galerie à colonnes. Et bon, il est sur un lit extrêmement luxueux. Sa femme, elle est assise avec sa coupe en main. Il y a des serviteurs qui sont en train de les éventer. Et puis on voit donc, on a vu sur le jardin qui comporte des palmiers, des araucarias et de la vigne. Alors, beaucoup de questions se sont posées sur l'endroit finalement où pouvait se dérouler cette scène. Est-ce que c'était en Assyrie ou est-ce que c'était ailleurs? En effet, Assurbanipal célèbre là sa victoire sur l'Élam, donc qui est la région à l'est de la Babylonie. Et donc c'est plus au sud que la Syrie. Et puis, cette scène idyllique, elle, quand même, elle ne manque pas de mettre là, bien cachée, la tête du souverain élamite Teuïman, qui a été donc décapité, qui a été transporté d'ailleurs en char, enfin, il faisait des choses horribles, mais pas seulement à l'époque néo-assyrienne, aussi déjà dès le troisième millénaire, et qui a été accroché là pour, comme trophée, enfin pour bien montrer la victoire. Et la présence de palmiers a fait penser qu'en fait, cette scène ne se passait pas en Assyrie, mais plutôt en Élam même, c'est-à-dire dans un autre jardin, si vous voulez, mais pas dans un jardin assyrien. Enfin, qu'importe, on a quand même là une image assez évocatrice. Alors sinon, ce qu'on a comme image de ce qu'on peut penser se rapprocher à des jardins, parce que l'art mésopotamien n'est pas du tout naturaliste. Euh, on a, on a de paysages à proprement parler que à l'époque néo-assyrienne. Et ce qu'on voit très souvent, ce sont évidemment les campagnes des souverains qui se sont succédés entre le 9e et le 6e siècle. Donc les campagnes des souverains, mais avec dans des paysages variés, qui peuvent être des paysages montagneux ou au contraire au bord de fleuves, etc. Mais on a aussi souvent des scènes de guerre qui se passent au milieu d'arbres fruitiers, puisqu'on voit ici qu'il y a... Alors, il y a les arbres les plus représentés sont les figuiers, les grenadiers et la vigne. Ils ne sont pas toujours très, très reconnaissables. Il y a un ouvrage d'Erika Bleibtreu sur, justement, sur la végétation des bas-reliefs néo-assyriens. Mais finalement, elle ne va pas très très loin, pas si loin que ça dans ses identifications, parce que les représentations, en fait, étaient très stéréotypées. Et la prétention de l'image n'est pas de montrer la réalité. La prétention de l'image, euh, c'est de frapper par un symbole. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, c'est Jean-Marie Durand qui, dans un article, a écrit ça, c'est que, en fait, les artistes, les sculpteurs, bon, ils avaient des cartons, enfin, avec des motifs, etc. Mais on leur demandait, on leur commanditait les bas-reliefs avant que la victoire soit remportée. Donc, ils ne savaient pas trop ce qui allait être quelle allait être la réalité. C'était prospectif plutôt que rétrospectif. Et donc, c'est pourquoi nous avons, alors on a donc des scènes, alors ici, de siège euh, dans, dans un verger, donc qui se trouvait
sans doute à l'extérieur de la ville. Et puis on a des scènes aussi très intéressantes parce que là, alors là, on n'a pas du tout, on n'a pas sur cette orthostate, on n'a pas de représentation de bâtiment. On ne sait pas si on est, enfin, on est sans doute pas très très loin de la ville, mais enfin, on n'est pas tout près non plus, on n'est pas vraiment dans un jardin. Et en plus de ça, ces représentations qui ont l'air d'être un filet, c'est en fait le symbole de la montagne. Ce sont les écailles, les imbrications de la montagne. Et ce qui est très intéressant là, et là je me réfère à Margot Spruit, qui étudie beaucoup ces bas-reliefs, c'est que une scène comme ça participe vraiment à la narration parce que les arbres sont abattus, ce qui est une façon évidemment de, de supprimer tous les ravitaillements à la ville. Et en même temps, ça symbolise aussi la mort des hommes, quoi. Et puis, j'en viens maintenant à ce dont les textes parlent et qu'on voit aussi dans l'iconographie. Ce sont les jardins royaux. Alors, ces parcs royaux, en réalité, ils ne sont pas spécifiques du premier millénaire. Déjà au deuxième millénaire, dans les archives royales de Marie, on parle de parcs et on parle de Lyon. Et en fait, ces parcs royaux, ils étaient une réserve, en fait, une réserve de gibier aussi. Et on a donc comme ça plusieurs scènes où du gibier divers est capturé par différents moyens, comme ici par une sorte de filet hein, qui entoure une zone où les cervidés se retrouvent finalement enfermés. Et voyez que là, il s'agit de chasse, alors d'équidés, sans doute alors c'est des hybrides entre cheval et l'âne, enfin c'est des ânes sauvages, bon, ce qu'on appelle des onagres, donc qui sont chassés, là ils sont tués, on le voit. Et puis, il y a même aussi des réserves piscicoles, puisque certains, on a ici la représentation d'un étang où quelqu'un est en train de pêcher. Et puis, c'est en fait le palais de Sargon II à Khorsabad, enfin, c'est un des palais qui est le mieux documenté sur le plan des orthostates sculptés et qui fournit le plus d'images. Et il montre, on peut suivre, en tout cas dans une des salles, dans la salle 7, on peut carrément suivre la progression d'une de ces chasses et puis voir toutes les caractéristiques de ces jardins. Et donc, comme vous voyez là aussi, il y a une pièce d'eau. Il y a des sortes bon, des monticules, des éminences, vraisemblablement un hôtel, un hôtel à Merlon-Crénelé, et puis une sorte de pavillon. Et puis là, eh bien, on a des personnages qui ont l'air d'être armés. Ici, ce serait plutôt une masse d'armes. Et en fait, vous avez ici une restitution en 3D de ce développement de bas-reliefs qui sinon sont publiés, mais sous forme de dessins, hein, parce que Khorsabad, c'est quand même le premier, des premiers sites assyriens qui ont été découverts hein, au 19e siècle. Et donc, on peut suivre ici donc, le détail que vous avez vu, il se trouve là. Et puis, vous avez alors le développement d'une chasse d'une chasse à court, en fait, hein, où vous avez les chasseurs qui sont soit qui montent à cheval ou alors qui se trouvent en char.
On voit mal les détails ici, mais si, enfin, vous voyez quand même ici, vous avez des oiseaux. Donc, on peut chasser également des oiseaux. Là, on le voit mieux. Bon, là, vous avez un détail donc, de cette petite édicule sur cette éminence. Bon, là, vous avez le détail de ce que vous avez vu avec ce petit pavillon. Le roi, reconnaissable à sa coiffure et au fait qu'il soit, lui, en char, donc qui est en train de chasser. Et puis, bon. Et vous avez même, alors, c'est dans un autre palais, c'est celui de Ninive, le palais d'Assurbanipal, où vous avez représenté même une stèle où le roi est représenté sur son char et l'animal qui est derrière lui, c'est un lion. Et ce détail vient d'un bas-relief qui est ouais, mal lisible, parce que les bas-reliefs assyriens sont très plats, il y a très peu de modelés, ce qui fait que ça se photographie difficilement. Justement, et vous avez en fait, bon, c'est toute une histoire, bon, enfin, 18 lions. Et puis, parce qu'en fait, je dirais, le fin du fin de ces chasses royales, c'est le lion. Et c'est le roi seul qui a le droit de le chasser. Donc, et ces lions, ils étaient capturés avant et puis libérés pour la chasse. Et comme je faisais allusion aux archives royales de Marie, et c'est comme ça, il parle comme ça d'un lion justement, qui a été mis en cage pour être libéré pour une de ces chasses royales, bien encadrée donc par conséquent. Et puis on a des chiens qui bien sûr qui aident à la chasse aussi, hein, des molosses particulièrement puissants. Là, vous voyez toujours, vous avez à la fois le tronc de palmier et puis vous avez en même temps vous avez aussi de la vigne. Et il y a même de la chasse au lion qui se fait en bateau. Et avec le lion qui saute dans l'eau et puis qui se met à attaquer l'embarcation. Donc, ces parcs royaux, en fait, sont là pour montrer beaucoup le prestige du roi. Mais ils nécessitaient évidemment toutes sortes d'installations hydrauliques que nous verrons après. Et j'en viens maintenant à ces fameux jardins suspendus de Babylone. Alors, ces jardins suspendus sont liés à la légende de Sémiramis. Et Sémiramis, née d'ailleurs dans des circonstances tout à fait mythiques, puisqu'elle est née d'un dieu et d'une mortelle. Et de ce fait, comme sa mère avait honte, elle a été confiée à des bergers pour être élevée, lesquels l'ont nourrie de colombes. Et bon, elle a grandi en âge, en sagesse, en beauté. Et elle a été repérée par un certain Ménonès qui l'a épousée, qui était gouverneur de Syrie. Et ce gouverneur de Syrie a été appelé par l'empereur pour l'aider à faire un siège, à conduire un siège. Je ne sais plus trop où, mais enfin en Élam, je crois. Et puis, Sémiramis a trouvé un subterfuge pour, quoique femme,
a trouvé un subterfuge pour entrer dans la ville, un peu comme l'histoire du cheval de Troie. Et du coup, évidemment, le roi assyrien, donc le maître de son époux Ménonès, qui était le roi appelé Ninus selon les chroniqueurs grecs et latins, enfin les historiens. Donc le roi Ninus se met à admirer cette femme et à s'éprendre d'elle et voudrait bien l'épouser et propose à Ménonès en l'échange contre sa fille, par exemple. Ménonès, il ne veut pas. Et puis le pauvre homme, de fidélité, il est désespéré et il se pend. Donc Sémiramis se trouve veuve et ne dédaigne pas les avances de Ninus. Donc elle devient reine et elle a un fils dont elle devient la régente parce que Ninus meurt aussi. Donc là, elle se met à avoir plein pouvoir et c'est elle qui déciderait d'établir une ville, la ville de Babylone, comment dire, un peu, pas en opposition, mais enfin disons en rivalité avec la capitale assyrienne de son époux. Et là, elle règne un peu en despote et en même temps avec charme, puisque nous dit, je crois, Diodore de Sicile, elle était si belle, non, c'est pas Diodier, non, c'est Valère Maxime, pardon. Elle était si belle qu'un jour, une sédition ayant éclaté dans sa capitale au moment où elle était à sa toilette, elle n'eut qu'à se montrer demi-nue et les cheveux épars pour qu'aussitôt tout rentra dans l'ordre. Et elle tenait au pouvoir puisqu'en fait, elle ne s'est pas remariée justement pour garder la régence. Et elle fonde Babylone, alors qui, par Diodore des Siciles, est décrite comme une ville démesurée, gigantesque, 75 kilomètres de remparts, par exemple, ce qui est totalement excessif. La largeur des remparts, euh, 6 chars pouvaient y rouler de front. Bon, ce qui est excessif aussi. Enfin, pour dire que Babylone, en fait, est comment dire, commence par, enfin, je dirais, est quelque chose de tout à fait légendaire. Et naturellement, c'est elle aussi qui, qui construit les jardins, selon Diodore de Sicile. Et alors, il y a évidemment le problème, c'est que différents auteurs voient euh, les choses un peu différemment, autrement. Alors, Sémiramis serait en fait l'épouse d'un roi assyrien qui s'appelait pas Ninus, mais Shamshi-Adad V, et, ce nom hellénisé est celui de Samou Ramat. Et elle a eu un fils qui est devenu le roi, l'empereur Hadad Nirari III. Là, on est au 9e siècle, hein, 823-810 pour Hadad Nirari III. Euh, donc, donc ça, c'est la version, entre autres, de Diodore de Sicile. Mais d'autres légendes place la construction à un autre moment. Et en fait, ce serait, ce serait plutôt la concubine d'un autre roi une personne qui aurait été nostalgique des jardins de son pays et pour ça qu'il aurait
il aurait établi ses jardins. Ce qui fait qu'on est, en fait, historiquement parlant, dans une sorte de confusion avec des contradictions. Euh, Babylone est avant tout finalement une ville, bah, pour commencer, je dirais, enfin, une ville mythique. Elle est parvenue jusqu'à nous comme une ville mythique. Alors, qu'en est-il de la réalité? Eh bien, voilà. Donc, vous avez un plan de la ville. Vous avez la ville intramuros qui est rectangulaire. Et puis, vous avez une extension qui a été faite par Nabucodonosor II. Et Jean Margueron, qui a travaillé sur Babylone aussi, a montré que contrairement à ce qu'on croyait initialement, que la partie de part et d'autre de l'Euphrate, que cette partie-ci avait été un ajout, que en fait, la ville a été construite, la ville donc intramuros, la ville rectangulaire, a été construite d'une traite, d'un bloc, et ceci, vraisemblablement, mais on n'en a pas les traces parce que Babylone, on ne peut pas descendre en fouille profondément à cause de la nappe phréatique, la montée des eaux de la nappe phréatique. Donc, il a montré que en fait, la ville était dès l'origine et sans doute dès la fin du troisième millénaire, elle comportait donc tout cet ensemble et que la ziggourate était placée exactement à l'intersection des diagonales de ce rectangle. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est en réalité, c'est le palais, puisque les jardins suspendus ont été situés dans le palais grâce à Robert Koldewey, qui, je vous ai parlé de Koldewey tout à l'heure pour Assur, mais non, 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 pas du tout. Pas du tout, c'est Walter André, excusez-moi. Excusez-moi. Euh, oui, donc le palais est à cheval sur l'enceinte. Babylone a beaucoup frappé aussi par son pont sur l'Euphrate, fait de piles de pierres assemblées avec du bitume, etc. Et donc Goldaway a mis au jour le palais, et, mais avant même ces fouilles, justement, l'imaginaire occidental s'était déployé pour essayer de reconstituer ces jardins suspendus de Babylone, un peu comme le temple de Salomon à Jérusalem a aussi donné lieu à beaucoup de restitutions. Et là, vous avez une restitution du XVIIe siècle qui reflète évidemment l'architecture de l'époque, mais qui n'est pas si loin de celle que Koldewey va nous proposer. Et puis, d'ailleurs, vous voyez, d'ailleurs, avec ces parterres à la française extrêmement géométriques, vous avez une autre proposition artistique, donc avec une végétation beaucoup plus, je dirais, enfin, moins organisée de façon rigide. Et puis, cette partie du palais donc, a été interprétée par Koldewey comme les jardins suspendus parce que c'était une construction voûtée et bon, qu'elle se trouvait quand même enfin, assis au bord du fleuve et finalement, il restitue ça ainsi. Donc, c'est un peu de la même façon que ces restitutions mythiques de peintres du XVIe au XIXe siècle. Et puis, les jardins suspendus restent toujours, même dans des propositions, disons,
d'ouvrages d'art ou de vulgarisation reste toujours présent dans les restitutions de la ville de Babylone, donc près de la fameuse porte d'Ishtar, avec sa voie processionnelle. Alors, les jardins suspendus, donc construction, alors qui nécessitait évidemment une masse de terre absolument énorme sur ces terrasses qui étaient supportées par des voûtes. Et bon, euh, là, et donc était attribué à Nabuchodonosor, auquel a été attribué jusqu'à peu de temps tout le palais. Bon, et Jean Margueron, qui a travaillé aussi sur le palais de Babylone, qui a montré qu'il est d'une organisation tout à fait étrange par rapport à tout ce qu'on connaît d'autres des palais mésopotamiens, qui comportent quand même un nombre de cours impressionnant. Euh, En fait, il a montré que structurellement et stratigraphiquement surtout, ce palais n'a pas pu être construit. Ce qui reste comme vestige, ce ne sont pas les vestiges d'un seul souverain, mais qu'il y a eu au moins deux étapes, et sans doute assez distantes dans le temps, parce que vous avez entre la partie ouest et la partie orientale 5 mètres de dénivelé, ce qui paraît tout à fait impossible pour que ce soit fait par le même souverain, étant donné que une construction ne peut pas avoir de tel dénivelé pour un problème d'hydrologie, en fait. Et par conséquent, déjà, le, le palais de Nabuchodonosor se trouve, en fin de compte, lui-même être un mythe. Alors, les jardins suspendus eux-mêmes, on a proposé qu'ils pouvaient non pas être dans cet emplacement-là, mais peut-être plutôt, ce qui paraît plus vraisemblable, et qui est ce qui a été repris d'ailleurs dans l'exposition sur Babylone au Louvre qui a eu lieu en 2008, que ces jardins suspendus étaient toujours, on imagine toujours, et à juste titre sans doute, des constructions en terrasse, mais étaient plutôt en bordure du palais et du côté, comme vous le voyez sur cette aquarelle, et du côté du fleuve. Sur ce, donc ça date de 1985, et sur ce, il y a une Américaine, Stéphanie Dallet, qui a mis en cause ces jardins suspendus, en partie grâce à à cette image où l'on voit bon, un jardin avec des canaux, bon, des arbres, comme on a déjà vu précédemment, bon, une sorte d'hôtel. Et puis, ce qu'il y a surtout ici, c'est que vous avez quelque chose, une construction qui a l'air voûtée et sur laquelle on voit des arbres. Et elle s'est dit, ah ben voilà, c'est que les jardins suspendus, ils étaient à Ninive, ils n'étaient pas à Babylone. Alors là, on se trouve face à une interprétation d'image qui est probablement erronée, dans la mesure où les anciens Mésopotamiens ne pratiquaient pas la perspective, c'est-à-dire que ce qui est loin, c'est plus haut. Et par conséquent, ceci pourrait représenter autre chose que une construction avec des jardins dessus, d'autant plus qu'on voit très bien le flot qui passe sur la construction. Donc les arbres, ils pourraient bien être derrière. Bon. Et c'est là que on sait
enfin, disons qu'on peut faire référence à un autre système, c'est celui de l'amener d'eau, justement. Alors, qu'est-ce que les Mésopotamiens, au sens large, connaissaient comme système élévatoire de l'eau? Euh, Ils connaissaient essentiellement, en fait, le chadouf, c'est-à-dire un système à balancier où on plonge dans l'eau un récipient et où on peut ainsi, sans qu'il y ait une force humaine excessive qui soit mobilisée, qu'on puisse ainsi donc passer d'un niveau d'eau, fleuve, à un niveau d'eau, un canal plus haut. En effet, des systèmes comme la Noria, oui, j'aurais dû mettre une image aussi, donc qui est une roue à godet, qui est plongée dans l'eau et qui verse des godets plus haut. C'est le même système, n'est attesté que depuis l'époque hellénistique. Donc, les Babyloniens ne la connaissaient pas. Euh, un autre système, qui est la vis d'Archimède, et que les partisans de l'existence de jardins suspendus de Babylone avancent pour placer ces jardins sur la pente vers le fleuve. Le système de la vis d'Archimède, en fait, lui, il est connu à l'époque aussi, et il est connu aussi à l'époque hellénistique. Donc, on n'a pas tout ça. Ce qui veut dire que les moyens de monter l'eau étaient extrêmement réduits. Sauf, et là, effectivement, c'est l'Assyrie qui entre en jeu avec, mais je crois que j'ai dû en parler à ma conférence sur l'eau l'an dernier, je ne sais plus, c'est que le roi Sennacherib, donc qui a fait les jardins de la maison des fêtes de Assour avec ses canaux, eh bien, il a dévié l'eau d'une rivière, le Gomel, pour l'amener vers Ninive et par un aqueduc dont on a retrouvé des vestiges là, effectivement, qui est l'aqueduc de Yerouane. Et donc là, effectivement, on peut avoir des jardins, mais qui ne sont pas forcément des jardins suspendus comme ce qui a été imaginé pour Babylone. Donc là, vous avez bon, différentes vues avec restitution de cet aqueduc de Jerouane, avec, bon, il y a une étude quand même assez précise qui a été faite, hein, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Bon, même les photos, c'est une construction effectivement très impressionnante. Alors, j'en arrive à ma dernière partie. Au fond, c'est le lien entre le jardin et la ville. Euh, dans la glyptique, dans les représentations sur les sauts-cylindres archaïques, avant la fin du 4e millénaire, ce qu'on voit, je ne l'ai pas montré là, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'animaux, de plantes, mais souvent, ce sont des animaux sauvages qui se mangent, enfin, qui s'attaquent entre eux. Donc, manifestement, on est dans des représentations qui n'incluent pas de construction. À la fin du 4e millénaire, donc c'est l'époque de la naissance des villes, l'époque d'Uruk, et là, on commence à voir justement euh, des cours d'eau, de la végétation, et puis associés à des constructions. Ce qui fait que
je me demande, et étant donné toute la, comment dire, toute la science que demande un jardin, et finalement, les jardins, ça relève de l'architecte, et encore actuellement, avec les constructions qu'il y a dedans, et ça relève de l'hydrologie, donc tout ça relève de l'architecte. On peut se demander, ou je pense en fait que le jardin est, est lié à la ville. Alors, bien sûr, pas le petit jardin potager du paysan dans son village. Mais disons que la notion de jardin qui ajoute au rôle, à la fonction alimentaire, utilitaire, me paraît être liée à la création urbaine, en fait. Alors, vous avez des représentations qui montrent justement. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment des jardins? Oui, on a des palmiers qui sont effectivement, mais je vous ferai remarquer que qui sont, attention, vous avez dans cette, je vous montrerai, vous allez voir un dessin juste après, mais c'est une ville qui a plusieurs enceintes, comme certaines de ces villes. Et vous avez ici l'enceinte intérieure. Et dans l'enceinte intérieure, vous n'avez pas d'arbres. Les arbres, vous les avez entre l'enceinte, oups, non, vous avez entre l'enceinte intérieure et l'enceinte extérieure qui n'est marquée ici que par une porte. Bon, là, on le voit de façon plus nette. Et par conséquent, ça attesterait quand même l'idée qu'il n'y avait pas de jardin dans les villes. Et s'il n'y avait pas de vrai jardin à Aymar, par exemple, c'est bien parce qu'il n'y avait pas les moyens de monter l'eau. Oui, bon, oui, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que, puisque le vase d'Uruk date de la même époque, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les deux plantes principales qui ont été montrées en ce début d'urbanisation, c'est bien sûr le blé, enfin une céréale en tout cas, et une plante qui est difficilement identifiable, sur laquelle on ne s'est pas tellement penché. Mais alors là, avec Margot Pruitt aussi, on a pu, en regardant bien, confirmer une hypothèse qui avait déjà été émise, à savoir qu'il pourrait s'agir de lin. Or, le lin est le premier, enfin, a donné le premier textile, en fait, puisque l'agriculture a précédé l'élevage. Du moins, ce qu'on pensait il y a quelque temps, mais dans le néolithique, ça change tellement qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on dit. Bon, enfin, tout ça pour dire que Euh, disons que le jardin enfin, implique l'idée d'un certain raffinement euh, qui doit être lié plus précisément à la ville. Et puis, alors, c'est pour conclure, qu'est-ce qu'il y avait surtout dans ces jardins? Alors, on aurait pu faire enfin, j'aurais pu donner des listes de, de- de plantes. D'ailleurs, par exemple, on a une liste de potagers du roi Marduk Aplaïdina, 8e siècle, avec, alors il y a surtout de l'ail, des oignons, des épices, beaucoup d'épices, des condiments, des aromates, de la menthe, des salades, la roquette, luzerne, laitue, poireaux, betteraves, radis, cucurbitacées, plantes médicinales, quelques-unes d'agréments, et puis il y a des plantes non identifiées. En tout cas, disons que il faut dire que l'entretien de jardin, et je pense là au jardin officiel, enfin au jardin enfin, public, non, c'est pas les jardins publics, mais c'est les jardins institutionnels, voilà. Le jardin, évidemment, ce qu'on connaît
d'après les textes, c'est forcément des choses institutionnelles, c'est pas le commun, la vie courante. Euh, donc ces jardins sont donc institutionnels et liés prioritairement au temple et puis au palais. Et il demandait évidemment toute une organisation et toute une administration avec toute une hiérarchie de jardiniers, une spécialisation. Il y avait ceux qui s'occupaient des palmiers en particulier, qui est une culture extrêmement délicate, qui demande, qui a beaucoup d'étapes dans l'attention qu'on doit porter. Et donc, ces jardins comportaient en fait surtout des arbres. D'ailleurs, si je vous ai montré en photo d'entrée une photo oui, de l'oasis de Palmyre, c'est parce que ces jardins devaient avoir un peu cet aspect-là, avec surtout des arbres de différentes hauteurs, donc les uns faisant de l'ombre à l'autre, etc. Et il manque une chose qui nous paraît essentielle dans un jardin, ce sont les fleurs. Au contraire de la civilisation égyptienne qui en montre dans les jardins qui sont représentés sur les parois des tombes. Et cette image-ci vous montre justement, c'est là, enfin, je ne vais pas regarder en détail tous les bas-reliefs assyriens, mais c'est la seule représentation de fleurs autres que sous forme de rosettes, sous forme de décor, sous forme décorative de rosettes donc répétées. C'est la seule représentation de fleurs qu'on peut trouver. D'ailleurs, j'avais été frappée en Syrie de voir que dès qu'au début des années 2000, qu'à Damas, on commençait à avoir des fleuristes. Il n'y avait pas avant. Et à avoir assisté à une inhumation, un enterrement musulman, les fleurs, ça rentre pas dans la culture du tout. Donc, il y a une conception du jardin qui est différente de la nôtre et qui est due sans doute d'ailleurs, enfin, à différents facteurs. Et au fait que ce qui intéressait surtout, c'était l'ombrage, en fait. Voilà ce que je peux dire.